Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. L'autre rendez-vous respecté ce soir comme d'habitude pour analyser ensemble avec vous les questions d'actualité, parce que vous savez que c'est à travers cette émission que vous trouvez alors des analyses pertinentes, en tout cas sans parti pris, et jamais éloge des personnalités. Nous ne parlons que nation parce que nous estimons que nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous devons à chaque fois travailler pour son avancement. Nous vous avons toujours cité le nom d'un philosophe que nous aimons bien, Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Nous les citons souvent pour interpeller les hommes politiques, au pouvoir comme à l'opposition, qu'ils comprennent que là où ils sont, là où vous êtes, c'est juste pour un temps, ça va passer. Les autres étaient hier là, ils sont passés. Vous êtes aujourd'hui là, vous allez passer. Ceux qui viendront, ils passeront. Et voilà pourquoi, à chaque fois, lorsque vous vous occupez des fonctions comme ça, vous devez travailler pour l'intérêt de la nation. Notre pays va mal. Nous avons toujours paraphrasé aussi un musicien. Ça, nous vous avons promis que nous le dirons jusqu'à la fin de l'année 2016. Parce que les conditions ne semblaient pas très bien marcher au pays. À qui la responsabilité? Pourtant, nous avons un document, nous avons une Bible, nous avons alors notre Constitution, où tout a été réglementé, mais son application commence à poser problème aujourd'hui. C'est là où nous responsabilisons totalement l'homme politique. Alors, ce soir, nous allons recevoir un homme politique aussi. Avec lui, c'est la toute première fois sur cet espace, les échos politiques. Il s'agit du député national Jean-Lucien Boussard. Il est président d'un parti politique dénommé la Convention des démocrates républicains, initiateur de la plateforme Front des démocrates, membre de la dynamique de l'opposition. Et voilà, c'est avec lui que nous aurons alors analysé toutes ces questions ce soir. Bonsoir Jean-Lucien Boussard. Bonsoir. Alors, votre parti aujourd'hui, son fonctionnement, il vit bien avec tout ce que nous avons comme tension au pays aujourd'hui. Merci de l'invitation, mais aussi de l'opportunité que vous m'offrez, mais surtout que vous offrez à nos compatriotes d'échanger avec nous à travers cette chaîne sur les questions politiques de l'heure, mais sur les questions qui engagent la vie de la République. Je voudrais simplement rappeler que notre parti politique s'appelle le Courant des démocrates rénovateurs. Donc le CDR. Rénovateur, excusez, ça c'est... Et donc, à la première question, je voudrais vous dire que le parti se porte bien. Il est dans toutes les luttes pour le respect de la Constitution. Il est dans toutes les luttes pour l'alternance démocratique souhaitée le 20 décembre 2016. Effectivement, il est dans les luttes pour le bien-être des Congolais. Il est dans la lutte pour l'amélioration de la gouvernance politique, économique et sociale du pays. Et le Front des démocrates, plateforme dans laquelle le parti fonctionne, où j'ai l'avantage, grâce à mes pairs et au nom de mes pairs, d'en être le coordonnateur porte-parole, tout se passe plutôt très bien. Et avec la dynamique de l'opposition, nous partageons la même vision quant à la lutte en faveur de l'alternance démocratique en 2016, mais avec pour socle, seule arme, la Constitution de la République. Voilà, parce que vous évoquez la Constitution, je crois que le débat de ce soir va tourner autour de la Constitution. Qu'est-ce que nous allons échanger ce soir? Nous parlerons de l'actuelle position, surtout du président de la Commission électorale nationale indépendante, avec la Cour constitutionnelle, parce qu'il pense, alors si vous voulez, nous parlons carrément à la CENI, qu'il faudrait lui accorder un délai de dépassement du délai constitutionnel pour qu'elle soit à mesure de nous organiser des élections. Vous avez suivi, la CENI à son temps avait estimé qu'il faut au moins 16 mois pour avoir de bonnes élections. Est-ce qu'aujourd'hui, il est techniquement possible de pouvoir accorder à la CENI ce délai? Est-ce qu'on ne va pas énerver la Constitution? Est-ce qu'on ne va pas énerver les esprits? Est-ce que les Congolais vont accepter? Est-ce que la Cour constitutionnelle est compétente de violer aussi la Constitution? Autant de questions que nous allons nous poser. Et là, nous allons vous rappeler qu'il y avait une plateforme ici, la plateforme Front des démocrates, qui était montée au créneau le premier pour dénoncer cette démarche de la CENI. Quid du délai constitutionnel? Maintenant, surtout quant à l'organisation de l'élection présidentielle,
l'article 70 souvent évoqué avec multiples interprétations, opposition pense qu'il faut respecter la condition mandat de 5 ans, une fois renouvelable, point. Si celui qui est au pouvoir peut rester, c'est en attendant, c'est lui qui va entrer pour faire alors la remise et reprise. Mais cette interprétation pose aussi problème du côté de la majorité. On pense qu'on peut rester au pouvoir jusqu'à un délai illimité. Alors là, on ne comprend plus clair. Quel bilan aujourd'hui dressé à ce régime qui a totalisé 10 ans à la tête du pays avec autant de réformes, mais la condition ou les conditions sociales restent inchangées. Autant de réformes, en tout cas nous le disons bien, économiques, ainsi de suite, sociales, mais rien ne semble pas marcher. Alors nous posons la question, on a l'impression qu'on n'a pas alors un bon réformateur, bien qu'on ait alors autant de réformes. La question de la plainte de votre invité contre le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, ne va pas être esquivée. On va comprendre la suite parce que jusqu'alors on n'a pas l'évolution de cette démarche. Également le verdict de Jean-Pierre Bemba, comme a prononcé dernièrement la Cour pénale internationale. Et là, nous allons également aborder. Alors, nous commençons, Jean-Lucier Boussa, par le verdict de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale, aujourd'hui reconnu coupable par des actes posés par ces milices en Centrafrique. Lui, en tant qu'autorité, on estime qu'il aurait dû connaître. Et maintenant, il est reconnu coupable. Il reste maintenant à être fixé de la peine qu'il va purger. Alors, quand vous aviez suivi ce verdict, vous, personnellement, en tant que collaborateur, je l'ai dit ainsi, de Jean-Pierre Bemba, toujours proche, comment vous aviez apprécié, comment vous aviez reçu cette nouvelle de la Cour pénale internationale? Bien, merci pour cette première question en rapport avec notre frère Jean-Pierre Bemba. Comme vous savez, je suis un ancien du MLC. Et au sein du MLC, j'ai adhéré alors que le MLC s'est transformé en parti politique à Kinshasa. J'ai gravi toutes les marches au niveau du MLC, jusqu'à assumer les fonctions les plus élevées dans ce parti, celle du secrétaire général adjoint, en charge des questions politiques et stratégiques, mais en même temps, j'étais président du groupe parlementaire MLC Allié. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, à ce titre, donc, j'ai travaillé étroitement avec le président Jean-Pierre Bemba. Il y a eu des moments très intéressants d'échange d'idées. Il y a eu des moments très passionnés lorsque nous sommes en 2006 pour l'élection présidentielle, y compris après 2006. Et je pense que dès lors que Jean-Pierre Bemba a été arrêté en Belgique, mon opinion était claire et je me suis exprimé très ouvertement à ces sujets. Et je suis resté constant sur cette opinion jusqu'à aujourd'hui, même après mon éviction du MLC, donc après la création du Front des démocrates rénovateurs. J'ai toujours considéré, donc à l'époque, et mon opinion n'aura pas changé, que le dossier Jean-Pierre Bemba était un dossier éminemment politique. C'était ça mon opinion, et ça ne change pas. À quelle instance nationale et internationale? Non, j'ai dit que c'est une question d'ordre politique. À chacun de pouvoir se retrouver là-dedans. Maintenant, à la suite du verdict que nous avons tous suivi, je dois vous dire, sincèrement, que j'étais très attristé. Très attristé parce que Jean-Pierre Bemba, c'est un père de famille. Jean-Pierre Bemba, c'est un époux. Jean-Pierre Bemba, c'est un membre d'une famille. Il a des frères, il a des sœurs, il a des cousins, il a des cousines. Et Jean-Pierre Bemba, je veux dire, l'incarnation d'un espoir. Et c'est le président d'un parti politique que nous connaissons tous, c'est le MLC. Donc sa famille politique est aussi attristée. Donc au nom de tous ces personnes que je viens d'énumérer, je dois vous dire, j'étais très consterné. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi d'adresser aussi mon message d'encouragement à la famille. Sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et donc toute sa famille biologique. C'est aussi l'occasion pour moi d'envoyer un message d'encouragement pour le parti politique MLC, pour ce qui vient d'arriver au niveau de la CPI. Mais je dois vous dire aussi que mon sentiment sur
l'importance d'une justice juste n'a pas été le moindre. Je considère, et d'ailleurs j'ai fait un tweet là-dessus, j'ai dit que l'impression d'une justice sélective me tue. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, comme vous savez, et tout le monde le sait, en Centrafrique, le MLC, branche politico-militaire, sous la direction de Jean-Pierre Bemba, président du parti politique à l'époque, n'était pas le seul acteur du terrain. Vous aviez l'armée centrafricaine de l'époque, avec un président démocratiquement élu. Mais vous aviez aussi d'autres États, que vous connaissez très bien, les Tchad et autres. Mais vous aviez aussi d'autres intervenants sur terrain. Certes, Jean-Pierre Bemba est condamné pour tout ce qu'on a dit, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viols, etc., que lui-même n'a pas commis directement. La Cour l'a indiqué clairement. Seulement, s'il faut condamner tout le monde, déjà s'il faut commencer par juger tous les responsables politiques ou politico-militaires, mais il faut les prendre tous. Je pense que là-dessus, le sentiment d'une justice sélective, j'ai senti le choc que vous avez. Poser, quelques ennuis. J'ai senti le choc que vous avez parce que trop proche, mais prenez un peu votre mal à patience. Maintenant, on va fixer la peine, on saura. Il a déjà fait 8 ans. Ça peut arriver qu'il connaisse une peine de 5 ans, 6 ans, 7 ans aussi. Et à ce moment-là, il peut retrouver la liberté. Ben, je ne spécule pas sur les décisions judiciaires à venir. Voilà. Alors, abordons la question concernant les élections en République démocratique du Congo. Des questions politiques maintenant. Vous aviez suivi la position de la commission électorale nationale indépendante. J'ai failli dire pasteur parce que nous étions habitués avec des pasteurs, des abbés. Monsieur Nanga, alors pensez saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir un dépassement du délai, de façon, selon lui, à préparer de bonnes élections au pays. Cette procédure et cet appel, c'est vrai, dans le cas de votre plateforme, vous aviez réagi. Et je ne sais pas, peut-être que vous étiez les premiers à réagir. Alors maintenant, cette position, jusqu'à ce jour, vous l'appréciez comment? Vous la voyez comment? Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on passe à un quelconque dépassement plutôt du délai constitutionnel au pays? Vous savez, cette question me renvoie à la qualité du leadership dans le pays. Est-ce que nous avons un leadership volontariste? Est-ce que nous avons un leadership qui veut la paix, la stabilité, le développement économique et social, mais qui tire les leçons de l'histoire? Mais qui veut le respect de la Constitution, qui tire les leçons de l'histoire. Nous avons toujours considéré au niveau de la dynamique de l'opposition, les CDR, le Front démocrate, que la CENI était un maillon de la chaîne de glissement. Nous l'avons déclaré à plusieurs reprises. Les gens ne nous ont pas cru. Depuis que le nouveau bureau de la CENI est là, c'est des gesticulations. Je ne suis pas capable de... Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Monsieur, mais si vous n'êtes pas compétent, vous démissionnez. C'est simple. Lorsqu'on accepte une fonction, on doit en assumer la responsabilité. C'est la première des choses. Mais Nanga, c'est à peine qu'il est là. S'il vous plaît, le principe de continuité de l'État, le principe de continuité des services publics de l'État voudrait que celui qui accepte la fonction au moment X ou au moment M assume. Donc je note qu'il y a une véritable volonté politique au niveau des institutions nationales comme au niveau des institutions d'appui à la démocratie pour piéger la République démocratique du Congo et remettre le Congo avant 2001, avant 1997, s'il vous plaît. J'en viens. Dites-moi pourquoi le gouvernement de la République n'a-t-il pas été capable de pouvoir disponibiliser les moyens ou mettre à la disposition de la CENI les moyens nécessaires pour organiser les élections alors que le Parlement, chaque année, a toujours voté. Mais là aussi, il y a un problème parce que vous, le Parlement, vous n'étiez pas à mesure aussi de poser la question au gouvernement. Le rôle du Parlement. À la fin de chaque année, est-ce que vous aviez parlé de l'argent ? Ne distrayons pas le peuple congolais. Chaque institution a un rôle précis. J'en arrive. Je vais simplement dire que M. Nanga, où il a bien compris son rôle, et il est dans un autre rôle, celui de permettre à M. Kabila, président de la République, alors que son mandat touche à sa fin le 20 décembre
2016, de pouvoir avoir quelques jours supplémentaires, où il est dans ses rôles, où il est dans le rôle d'une commission électorale nationale indépendante, qui avait publié un calendrier global, qui ne l'a pas encore remis en question. Et dans ces calendriers, toutes les phases opérationnelles pour l'organisation des présidentielles le 27 novembre 2016 ont été prises en considération. Mais il a déjà mis en cause S'il le vous calendrier. plaît, je ne sais pas à quel moment. Lorsqu'il parle de 16 mois pour avoir des bonnes élections, je vous dis, M. Nanga, depuis qu'il est là, il passe son temps à gesticuler. Et c'est dommage à ce niveau de responsabilité. Maintenant, pour revenir à la question précise, M. Nanga a déclaré qu'il voudrait saisir la Cour constitutionnelle pour demander un délai supplémentaire. Je voudrais rappeler la prise de position du Front des démocrates, qui était la première prise de position sur cette question, pour dire simplement ceci, que chacun prenne sa constitution. Est-ce que la CENI est-elle compétente pour saisir la Cour constitutionnelle en plein mandat du président de la République pour demander un délai supplémentaire, quelles que soient les raisons, pour organiser les élections? Non. Vous faites allusion à l'article 161, si je... Non. Article 161 de la Constitution. Oui, mais la Sénat a déjà saisi aussi la Cour constitutionnelle lorsqu'il fallait avoir les commissaires spéciaux. Je réponds à la question précise. Et on en arrive peut-être à quelques développements. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle est-elle compétente pour modifier la moindre disposition de la Constitution? Mais que non. Mais que vous dit l'article 160 que vous avez sous vos yeux par rapport à la Cour constitutionnelle? Premier alinéa. La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité de loi et des actes ayant force de loi. Donc, ni la CENI n'est pas listée parmi les institutions compétentes pour saisir la Cour constitutionnelle sur cette matière, encore que cette matière n'est pas prévue par la Constitution de ce point de vue, ni la Cour constitutionnelle n'a le droit ni le pouvoir de modifier la Constitution. Est-ce que M. Nanga ne s'est-il pas réveillé brusquement d'un rêve bizarre où il s'est dit je ne suis pas à la fin du mandat du président et que nous sommes sous le régime d'un président intérimaire? C'est dans le régime d'un président intérimaire, c'est-à-dire la fin de mandat de M. Kabila le 20 décembre 2016. Après, comme ils sont en train de vouloir ne pas organiser les élections, et ils se trompent, parce que d'autres mécanismes sont prévus par rapport à cela, je vais les indiquer, et que nous avons un président intérimaire dont la seule mission est d'organiser les élections, qui a entre 60 jours et 90 jours, et en cas de force majeure dans ces conditions-là, article 76, si je ne me trompe pas, c'est seulement en ce moment-là que la Cour, la commission électorale indépendante, peut saisir la Cour constitutionnelle. Oui, mais dans les cas d'espèce, M. Nanga est à côté de la plaque. Qu'il arrive maintenant que la CENI respecte la procédure. Ouais. Parce qu'elle est l'émanation de l'Assemblée nationale, elle pose la question à l'Assemblée nationale, qui à son tour saisit la Cour constitutionnelle. Alors, vous allez faire comment? Parce qu'à ce moment-là, je pense que... Voilà ce que... Notre Constitution est très, très cohérente. Sur les questions relatives au mandat du président de la République. Même sur d'autres questions. Revenons sur la question relative au mandat du président. L'article 70, alinéa 1er, vous dit le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour un mandat de 5 ans. Et son mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois. L'article 220 de la Constitution vous dit les questions relatives au mandat du président ne peuvent pas faire l'objet d'une modification de la Constitution. Déjà, c'est verrouillé, cette disposition. Mais de deux, la même Constitution vous dit et donne obligation à la CENI, qui n'a pas besoin d'un calendrier, un autre calendrier électoral. La Constitution dit que l'élection du président, le scrutin du président de la République est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président. Donc la Constitution n'a pas prévu nulle part un mécanisme où le scrutin du président de la République est convoqué
après la fin du mandat du président. Justement. Nulle part. Est-ce que vous, l'opposition, vous n'êtes pas pris s'il vous plaît. Par votre piège? Parce que quand la CENI fait l'appel d'offres international, et le premier point, c'est le logiciel capable de nous produire alors des bons résultats, mais vous n'avez pas compris que la CENI n'a pas fait allusion à un logiciel technique capable de faire le travail très rapidement pour qu'on respecte correctement la Constitution? Pascal, vous dites vous-même au niveau de votre métier que la presse peut donner à la vérité comme au mensonge une dimension qu'elle est seule capable à pouvoir le faire. N'est-ce pas? J'ai appris ça d'un auteur. Ce que je vais dire, il ne faut pas qu'on distrait les gens dans les questions techniques. C'est de la distraction. Je reviens sur la question du mandat du président. Il n'est pas prévu dans la Constitution la possibilité de convoquer le scrutin du président de la République après 90 jours, comme prévu dans l'article 73 de la Constitution. Il n'est pas non plus prévu de convoquer le scrutin du président de la République, n'est-ce pas, à la suite d'un arrêt quelconque qui viendrait de la Cour constitutionnelle à la demande de la CENI. Parce que là, nous tombons sous les coups des institutions ou des animateurs des institutions qui ne voudraient pas organiser les élections et réaliser l'alternance démocratique. C'est prévu dans la Constitution. Article 65. Article 64. Il est interdit, on peut la lire 64. In extenso. On peut la lire in extenso, vous n'êtes pas trompé. Nous risquons de tomber dans le coup des institutions qui veulent, ou des animateurs des institutions, qui veulent conserver le pouvoir en violation de la Constitution. Conserver le pouvoir, c'est dire, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Vous voulez insinuer quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils n'ont pas la volonté d'organiser les élections, ils n'ont pas donné l'argent. Lorsque toutes ces institutions se mettent ensemble, à dessein, le gouvernement ne veut pas débloquer des fonds, la CENI a traîné le pied, vous n'avez pas une procédure d'appel d'offres qui tienne compte du délai constitutionnel, mais aussi qui limite qui donne des contraintes constitutionnelles pour les soumissionnaires, etc. Nous sommes dans le cas d'espèce d'un groupe d'individus qui veulent conserver le pouvoir en violation de la Constitution, parce que la Constitution voudrait que les scrutins du président soient convoqués 90 jours avant. Le peuple va s'assumer. Conformément à la Constitution, je termine, le peuple congolais devra apprendre à se servir de sa Constitution pour protéger la Constitution et défendre la démocratie. Nous avons que cette CENI, je ne sais pas, alors votre foi est fondée sur quoi? Qu'il arrive, la même CENI, parce qu'aujourd'hui, on comprend qu'elle est en dépendance du gouvernement aujourd'hui. Si la même CENI pouvait accepter, vous organiser des élections dans le délai, est-ce que vous aurez confiance à la même CENI? Ou le résultat qui sera donné, vous ne voyez pas qu'il sera à votre défaveur, vous de l'opposition? Non, on n'en est pas encore au résultat. On est encore à la lutte pour les fondamentaux du choix constitutionnel. Est-ce que la CENI, le président de la République, le premier ministre, chef de gouvernement, les présidents des deux chambres, se rendent-ils compte que le Congo a dit non à la crise de légitimité? Que c'est la crise de légitimité des institutions des animateurs qui a été à la base de beaucoup de conflits politico-militaires récurrents. On veut avancer ou on veut reculer? Je voudrais, dans l'intérêt de nos populations, rappeler aussi que l'architecture constitutionnelle que nous avons a été fondée sur un élément politique essentiel. Est-ce que je peux vous lire ça? Volontiers. Depuis son indépendance, le 30 juin 60, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Quel est le cas qui est en train d'être crié devant nous? Nous sommes dans un cas où la CENI, les différentes institutions, ils veulent que
toutes les institutions deviennent illégitimes. Cher ami, le 20 septembre 2016, sur le scrutin du président de la République n'est pas convoqué, nous sommes dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, je l'ai indiqué, c'est qu'il y a un groupe d'individus qui veulent conserver le pouvoir par la force, donc en violation de la Constitution. Et le peuple doit s'y opposer. Deuxième cas de figure, nous sommes dans la projection des institutions qui vont toutes être illégitimes. Ça veut dire le 20 décembre, le président de la République sera illégitime, ainsi que son gouvernement. Tous les parlements, l'Assemblée nationale deviendra illégitime après que le Sénat soit déjà illégitime, y compris les institutions provinciales. Les assemblées provinciales, les gouverneurs qui seront élus demain, ils tombent dans le coup de l'illégitimité. Et donc, nous rentrons dans l'élément principal, fondamental, qui est écrit dans notre Constitution, qui a été voté à 85% par nos populations pour dire nous tombons dans la crise de légitimité des institutions. Et donc, c'est un recul grave avec des conséquences que personne ne peut mesurer aujourd'hui. Mais ils vont donc, continuer, aujourd'hui, même si on va connaître le recul, mais ils vont continuer à aujourd'hui, jusqu'à peut-être à penser à d'autres élections. Aujourd'hui, l'opposition tout entière attire l'attention des animateurs des institutions qu'ils ne prennent pas les risques de tomber ou de faire tomber toutes les institutions. Ils ont déjà dans bouché les oreilles. L'illégitimité. Et s'ils sont responsables, encore, ils n'ont qu'à prendre le temps qui reste, parce qu'il est encore possible. Il est possible au pouvoir public aujourd'hui, et nous l'avons discuté avec beaucoup d'experts, y compris avec le président de la CENI, qui l'avait affirmé. Reprenez le calendrier global, la CENI avait prévu à la fois l'enrôlement des électeurs et l'élection présidentielle. Donc, si les gens tergiversent, ils oublient que la Constitution a prévu tous les mécanismes. J'aurais voulu que vous puissiez et l'opposition ne voudrait pas prendre la responsabilité d'un recul démocratique, ni de tomber dans les crises d'illégitimité. On vous reproche que c'est vous qui réclamiez l'enrôlement des nouveaux majeurs, c'est vous qui réclamiez à son temps le dialogue, mais aujourd'hui, on vous offre ce que vous réclamiez la fois passée et vous refusez aujourd'hui. Mais non. Mais je crois qu'on a des institutions complètement affectées par des intérêts égoïstes. Simplement. Quand est-ce que l'opposition politique a dit à la CENI et au gouvernement qu'il fallait enrôler les nouveaux majeurs? Il y a 1 an et demi. Qu'est-ce qu'on nous a dit à l'époque? Vous êtes un journaliste très réfléchi. On nous a dit que ça ne valait pas la peine. On nous a dit ça. Reprenez vos émissions. Vous allez trouver tout cela. N'est-ce pas? Lorsque nous avions dit qu'il était nécessaire, et c'est en 2001, 2002, 2003, en 2003 je vais dire, 2012, certaines parties de l'opposition avaient demandé le dialogue. Mais qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit que la concertation politique était égale au dialogue. C'est ce qu'on a dit. Et donc le dialogue égal aux concertations politiques n'a pas eu lieu pour un nouveau dialogue. Le peuple congolais aujourd'hui considère que le dialogue tel que convoqué par M. Kabila est illégitime, d'une part. Et d'autre part, le réponse que ces dialogues projetaient des recherchés, c'est des réponses qui étaient institutionnelles. La preuve est là. On nous a dit qu'il y avait maintenant de l'argent, on nous a dit que la CENI était capable de ceci. Alors, ces dialogues ne vaut pas la peine. Nous, au niveau de la dynamique, on n'en parle plus. Au niveau de la dynamique, on ne parle plus de ce qu'on appelle dialogue. Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce qui intéresse le peuple congolais, qui s'est exprimé à 2 reprises. Justement. Le 16 février, les Congolais sont restés à la maison pour dire quoi? Non au 3e mandat. Oui au respect de la Constitution. Oui à l'alternance démocratique. Ces expressions, je pense qu'elles doivent avoir été entendues. Pour ça, vous avez la suffisance. Vous pensez que vous êtes alors totalement en phase avec la population. Votre appel à la fin de l'année sera totalement entendu et trouvera des solutions pour que vous puissiez maintenant mettre en mal ceux qui voudraient piétiner la Constitution. Nous voulons la paix. Nous voulons la stabilité politique. Nous voulons un pays où un président se succède à un autre, démocratiquement. Et nous sommes accrochés à la Constitution. Cette Constitution, elle est produit des peines, des 1000 peines des Congolais. Mais lisez la même Constitution dans son exposé des motifs. On vous dit quoi? Mais je prends une disposition. Les préoccupations majeures, parlant des institutions, qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État.
éviter les conflits. On est en train de créer un conflit politique qui n'a pas de sens, alors que la Constitution règle les problèmes. Instaurer un état de droit. On est véritablement dans un état de non-droit lorsqu'on croit qu'un dialogue politique extra-constitutionnel peut avoir des résolutions qui s'imposent aux citoyens en violation de la Constitution. Quatrième problème, c'est quoi? Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. Mais on est dans une dérive dictatoriale qui ne dit pas son nom. Je voudrais terminer rapidement parce que le peuple doit être informé aussi. Garantir la bonne gouvernance. On est dans une mauvaise gouvernance caractérisée. Le pays est classé parmi les 10 premiers en matière de corruption. Lutter contre l'impunité. L'impunité est devenue systémique. Et enfin, assurer l'alternance démocratique. On ne veut pas l'alternance démocratique. Oui. Mais on viole la Constitution. On va aborder cette question de l'alternance. C'est pas possible. Mais vous n'aviez pas expliqué l'alinéa 2 de l'article 70. Et c'est là où maintenant vos adversaires politiques pensent qu'on peut rester au pouvoir pendant longtemps possible tant qu'on n'aura pas organisé des élections. L'alinéa dit, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, quelle interprétation vous faites aussi, vous donnez à... Vous avez bien vu qu'on parle du nouveau président élu. On conjugue le verbe au passé composé. Pas jusqu'à l'installation du nouveau président à élire. Juste, lisez bien, c'est au passé composé. Ça suppose qu'en amont, on aura déjà eu les élections. Mais oui, on vous dit clairement, à la fin de son mandat, et le premier alinéa de l'article 70 précise, le mandat est de 5 ans. Ok? Il faut le lire comme ça. Le mandat est de 5 ans. À la fin de son mandat, de 5 ans justement, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu, pas du nouveau président à élire, s'il vous plaît. Et l'article 73, il faut le lire de manière croisée. L'article 73 vous dit, l'élection du président de la République, le scrutin du président doit être convoqué 90 jours avant. Ça veut dire que le scrutin aura été convoqué 90 jours avant. Ça veut dire que le président est élu probablement le 27 novembre ou le 28 novembre 2016. Mais entre le 27 novembre et le 28 novembre, en attendant la remise et reprise avec le nouveau président, eh bien, il y a la prestation de serment, la remise et reprise avec l'ancien président, et il prend ses fonctions. Pendant ces temps, c'est le président qui est fait mandat ou qui n'a pas été élu. Alors, mais qui est c'est clair. Il y a à la fin, il dit, bon, je respecte l'esprit de l'article 70, je laisse, et qui prendra pouvoir à ce moment-là pour assurer le reste. Mais, vous dites quoi? Fait mandat, ouais. Il se rend compte, il dit, bon, pour ne pas énerver beaucoup d'esprits citoyens, je m'arrête ici, je quitte et je pars. Qui prend le pouvoir? Non, nous, au niveau du CDR, du Front démocrate et de la dynamique, nous sommes anticipatifs. On ne dit pas que quelqu'un va dire fin mandat. Le pays ne lui appartient pas. Le pays appartient à 90 millions de Congolais qui ont signé un contrat social. Ça s'appelle la Constitution. Et cette Constitution dit, ne donne pas le pouvoir à un individu, quel qu'il soit, de se réveiller un beau matin et de dire, moi, aujourd'hui, je dis, je ne suis pas président. Non, monsieur. Mais parce qu'il ne peut pas dépasser. Il doit respecter le délai de son mandat. Nous avons l'avantage d'avoir 6 à 7 mois, 9 mois avant la fin de son mandat. Nous sommes au mois de mars. Et entre le mois de mars, le 23 mars aujourd'hui, et le 20 décembre 2016, il s'écoule 8 à 9 mois, cher ami. Je pense qu'il est du devoir du président. C'est une hypothèse que nous prenons. Non, non, non. Parce qu'on ne sait pas voir les élections. Mais jusque-là, la CENI n'a pas fait de volonté. Manifestement, nous sommes plus ou moins à 9 mois de la fin du mandat du président en exercice. Pas volonté de la CENI. S'il vous plaît. Il est de son devoir, conformément à l'article 69 de la Constitution. Je voudrais que le peuple le lise aussi avec nous. L'article 69. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il est donc du devoir du président de la République de veiller au respect de la Constitution, y compris sur les dispositions relatives à l'alternance politique. Et donc, le président de la République doit faire tout ce qui est de son pouvoir pour que l'élection, le scrutin du président soit convoqué 90 jours avant. Donc, il n'y a pas une hypothèse. Oui. Je termine et réponds à la question. Oui, oui. Parce que... je réponds à la question. D'accord. Il n'y a pas une hypothèse où lui se réveillerait un jour, il dit voilà, nous sommes le 20 décembre et je quitte le pouvoir. Non, messieurs, à partir du 20 septembre,
nous allons considérer que le président de la République, l'ensemble des institutions, disons les animateurs des institutions, n'ont pas voulu, y compris la CENI, ont violé la Constitution et donc veulent conserver le pouvoir par la force. Et vous revenez maintenant à l'application de l'article 64. Nous allons appliquer l'article 64 qui dit que personne et un groupe d'individus ne peut conserver le pouvoir. C'est justement, là je reviens maintenant à ma question. Vous appliquez l'article 64 et vous réussissez. Alors, maintenant, tout en débandade, qui prend le pouvoir à ce moment-là? Mais il n'y a pas de débandade, il y a un président intérimaire. Il sort d'où? Mais il y a un président intérimaire. Il va sortir d'où? Mais il est prévu que, à la fin du mandat du président, lorsqu'il y a un cas d'empêchement, il y a un cas de décès, ou autre cas, etc., la Constitution prévoit l'hypothèse d'une présidence intérimaire. Et là, vous oubliez que c'est la Cour constitutionnelle qui constate cela. Non, mais c'est clair, c'est la Constitution. Et vous connaissez comment fonctionne aussi la Cour constitutionnelle? Non, moi je suis un homme de principe. Je me bats en politique pour laisser à la jeunesse, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, une culture politique digne de ce nom. Ça veut dire que le mandat politique a un délai. Le bon sens, c'est qui vous pousse à dire ça. Ah non, mais c'est la Constitution, mon cher alors, ami. les appétits politiques de l'autre côté, vous pensez que ça pourrait aller? On a vu qu'en Afrique, certains disaient que l'Afrique n'était pas prête à pouvoir accepter la démocratie. Mais nous avons des exemples en Afrique. Le Bénin, le dernier exemple, le Bénin. Le Bénin, le président a respecté le mandat constitutionnel. Les élections se sont organisées. Nous avons l'exemple de Congo-Brazzaville. J'en arrive, aussi. non, je parle de... Prenez les bons exemples. Il ne faut pas donner à vos enfants les mauvais exemples. Donc, le Bénin, après les élections, c'est même l'opposant farouche au président, à l'ancien président, qui est élu. Et son challenger a appelé, après le comptage simplement de 60% de voix, pour reconnaître la victoire de l'autre. En Afrique, il y a des modèles. Prenons des modèles qui ont les meilleurs modèles en Afrique et avançons. L'avenir commence à faire peur en République démocratique du Congo. Je pense que les bons esprits s'organisent déjà, pensent à ce qu'il faut. Mais sinon, la Constitution est claire, mais les interprétations qui posent problème. Alors, parlons social, parce que cette question, ça nous dérange un peu, alors que depuis le matin, là, on n'a pas mangé. Hein. Les conditions sont toujours difficiles. Ah, mais vous avez compris. Et pourtant, on prétend avoir fait telle réforme. Bon, mais les conditions ne changent pas. Les conditions sociales sont restées les mêmes. Alors là-dedans, je pense que vous avez aussi un regard critique et l'appréciation. Comment alors? Les conditions sociales maintenant au pays, malgré les multiples réformes. Très bonne question, qui est très souvent pas débattue par les politiques. L'enjeu du pouvoir n'est pas de chercher les dispositions constitutionnelles à modifier pour conserver le pouvoir. L'enjeu du pouvoir, c'est de trouver des réponses sociales, économiques, sécuritaires aux préoccupations des citoyens. C'est là la vérité. Si le président Kabila doit partir, parce que la Constitution le prévoit, le 20 décembre 2016, parce que c'était le jour de la prestation du serment, lorsqu'il prend le pouvoir, s'il devait partir pour ça, mais l'alternative doit être démise. L'alternance est constitutionnelle, l'alternative est démise. Pourquoi? Le chèque est total. Le chèque est patent. Sur le plan sécurité, vous avez appris et vous apprenez tous les jours ce qui se passe à l'est du pays et à Kinshasa. C'est des tueries. Un prêtre a été abattu à l'est du pays. En plus de ce qu'on abat tous les jours. Il y a de l'insécurité à travers la ville. La misère des Congolais. Où est passé les objectifs par rapport aux 5 chantiers? Le déficit énergétique est criant. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité suffisamment. Les routes dans un pays, les routes qui ont fait la pluie et le beau temps pour les idéologues du 5 chantiers sont fin mandat. Elles sont en train de s'auto-détruire. À l'époque, nous avons dit la qualité n'était pas bonne. Vous voulez insinuer quoi? Que les routes aussi à l'époque, partent avec le mandat. J'ai dit, nous avons dit que la qualité, le rapport qualité-prix des infrastructures construites en République démocratique du Congo n'était pas bonne. Sur le plan social, mais la misère est totale. Il n'y a pas d'amélioration? Les salaires de misère, les prix augmentent,
Les gens ne mangent pas à leur faim. Les logements, la politique des logements n'a pas été visible pendant tout le mandat. Mais qu'est-ce que c'est comme gouvernement qui a fait 10 ans au pouvoir, qui ne sait pas répondre à une seule question sociale? Et qui voudrait encore rester longtemps. Si ces mandats partaient, pas les mandats partir, si le pouvoir de M. Kabila partait demain comme la Constitution le veut, mais pareil, il aurait fallu dire je veux dire, merci pour la correction. Merci pour la correction. Dès lors que nous sommes le 20 décembre, qu'est-ce que le président Kabila va présenter comme bilan social aux Congolais? La faim, la misère, la pauvreté, le délestage pour l'électricité, l'absence de l'eau, pas de routes. Mais c'est ridicule. Et vous avez fait 10 ans à faire quoi? Mais vous savez le bilan qui sera le meilleur? L'une des meilleures positions en matière de corruption et d'impunité. L'une des meilleures positions en matière de violation des droits humains. L'une des meilleures positions en matière d'enrichissement sans cause. Voilà les bilans qui vont être présentés. Et donc, pour cette raison, le Congo a besoin d'une autre perspective. Et le CDR a une perspective pour le Congo. L'opposition a une perspective pour le Congo. Aucun aspect positif jusque-là, selon vous? En tout cas, lorsque j'interroge les citoyens, lorsque nous interrogeons avec vous des millions de citoyens, allez à Kinshasa et à Souka.